Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de votre présence du coup pour cet atelier qui porte donc sur les alliances de l'intérêt général et qui est co-organisé en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, dont Mathieu Fortin est d'ailleurs le représentant à la tribune, et nous lui redonnerons un peu plus tard la parole lors de la table ronde. Et donc les alliances de l'intérêt général, je disais, donc moi-même je m'appelle Timothée Duverger, je suis maître de conférence associé à Sciences Po Bordeaux, et donc j'ai la charge d'animer cette séquence. L'honneur. Voilà, oui, c'est vrai. La mission, non, l'honneur d'animer donc cette séquence, tout à fait. Et donc sur la question des alliances d'intérêt général, juste peut-être pour cadrer un petit peu les choses, au fond. C'est une problématique qui est de plus en plus contemporaine, j'ai envie de dire. Alors j'avais en tête, en lisant le cadrage de cette table ronde qui m'a été fourni par ESS France, donc j'essaye quand même de me couler dans le moule, mais du coup, en la lisant, j'ai repensé à une circulaire qui date de 1975, qui était le Premier ministre de l'époque, c'était un certain Jacques Chirac, et qui disait, au fond, l'intérêt général n'est pas le monopole de l'État ou des collectivités, il est aussi le fruit des associations. Hein, et cité, c'est pour ça qu'on a la représentante du mouvement associatif, mais c'est vrai qu'il y avait aussi donc les associations, alors ici le social, le sport, la culture, voilà. Et donc finalement, c'est aussi ce qui a donné un peu plus tard l'un des trois piliers de l'économie sociale et solidaire, à savoir l'utilité sociale, qui est une notion au fond, qui est un dérivé de l'intérêt général. Voilà. Donc ça, véritablement, on a une connexion, je dirais, évidente entre l'économie sociale et solidaire et l'intérêt général, même si ça fait parfois problème, puisque entre l'intérêt collectif des membres que l'on sert au sein de l'économie sociale et solidaire et l'intérêt général, il peut y avoir aussi des tensions. Voilà. Mais pour autant, en tout cas, c'est quelque chose qui est, je dirais, sur la table et qui a véritablement appartenu à la construction historique de l'ESS. Et pour ce qui nous concerne donc aujourd'hui, on va traiter plus particulièrement des alliances donc, de l'intérêt général entre l'ESS et les services publics locaux en particulier. On a même un élu, Florentin Letissier, qui est là. On a la FEAP aussi. Enfin, bon, donc on a des représentants qui vont pouvoir aussi nous citer des exemples locaux. Alors, moi, j'ai un peu changé l'ordre de la table ronde, puisque en théorie nous devions commencer par la table ronde et ensuite donner la parole au public, donc j'ai fait un mix. Donc en fait on va donner la parole à deux personnes qui sont d'abord dans le public pour des pitchs, en fait un témoignage rapide autour d'une action en particulier. Donc deux personnes toujours, hein, on a toujours trois. Voilà, vous n'êtes plus porté disparu, donc c'est parfait. Donc vous arrivez juste à temps, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc ça tombe bien parce que c'est vous le premier. Non, je sais pas, si vous voulez, on peut donner à... Voilà, on va alterner, hein, on va intervertir les deux. Donc je vous propose de commencer avec Grégory Huchon, qui est donc de la CRES Bretagne, en remplacement de Michel Gézéquel. Et du coup, est-ce qu'il y a un micro dédié ou sinon c'est... Je sais pas. Oui, voilà. Bon, on va commencer avec celui-là. Voilà. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Grégory Huchon, directeur de la CRES Bretagne. Effectivement, je remplace Michel Gézéquel qui aurait aimé être là, mais pour les raisons du moment, ne peut être présent. Je ne fais pas de dessin. Donc, c'est pas complètement évident de lancer comme ça à blanc la table ronde, mais moi, ce que nous avions envie de partager avec vous, c'est de dire que, en tout cas, en Bretagne, on considère que la coopération est dans l'ADN de ce qu'on veut faire, et que si on veut répondre aux enjeux de notre société en termes de transformation sociale, démocratique, environnementale, en fait, on n'a pas le choix que de le faire par la coopération et de le faire ensemble, acteurs publics et acteurs de l'ESS. Donc ça, c'est un postulat de départ, j'y reviendrai dans les leviers, qui est, je pense qu'on cultive cette logique-là. Premier point. Ça se traduit par, je vais vous donner 3 exemples. Premier, c'est qu'on a, au niveau de l'économie sociale et solidaire, j'en ai un peu parlé ce matin, depuis plusieurs années, on a organisé une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas la stratégie de la région, qui n'est pas la stratégie de l'État, qui n'est pas la stratégie de la CRES, qui n'est pas la stratégie du mouvement associatif et autres, c'est la stratégie de tout le monde. Et donc on s'est collectivement défini une feuille de route commune. Après, chacun prend sa part et son rôle là-dedans. Mais on a, au niveau de l'espace régional, défini ensemble les grands enjeux de demain. Et par exemple, on s'est vu la semaine dernière et on s'est dit, l'année prochaine, on travaille en priorité sur les questions d'alimentation, de logement et, je ne sais plus le troisième, mais peu importe.
C'est pas les sujets qui manquent de toute façon. Ça, c'est le point un peu général sur le régional. Deuxième exemple, on fait la même chose sur les logiques filières. On était, il y a 15 jours, on organisait un événement sur la problématique du bien vieillir, avec d'ailleurs des collègues de la FEAP, où on met autour de la table les acteurs publics, l'ensemble des acteurs publics, régions, départements, interco, les acteurs de l'ESS et les acteurs d'économie classique, pour ensemble essayer de résoudre cette vaste problématique de la question du vieillissement demain en Bretagne. Voilà, je ne fais pas de dessin, c'est assez un scénario catastrophique. Voilà. Et troisième élément d'exemple, et j'en finirai sur les leviers, troisième exemple, c'est qu'on a organisé au niveau territorial des réseaux d'acteurs locaux qu'on appelle des pôles de l'économie sociale et solidaire, qui sont les interlocuteurs des collectivités pour co-construire ces alliances au plus près des territoires, à l'échelle des intercommunalités. J'en ai parlé ce matin sur les intercommunalités, j'y reviens pas pour celles et ceux qui étaient là. Et donc, les leviers, questions renvoyées, c'est cette culture de la coopération, comment collectivement, qu'on soit dans la puissance publique, qu'on soit dans les réseaux de l'ESS, comment on l'anime et comment on dit à nos adhérents, à nos acteurs, les gens avec qui on travaille, on ne peut pas régler les choses seul, il faut le travailler ensemble. Voilà. C'est un postulat qui est évident sur le papier, mais qui n'est pas simple derrière. Et deuxième élément, c'est que si on veut y arriver, il faut de l'ingénierie de la coopération. Parce qu'en fait, ça ne se décrète pas, la coopération, ça s'anime. Et donc la question, c'est comment on a capacité à structurer cette ingénierie de la coopération, et donc, je suis désolé, je vais être trivial, mais à la financer. Voilà. Je pense que j'ai essayé de tenir les 3 minutes qui étaient imposées. Merci beaucoup pour ces premières réflexions, ces premiers exemples. Et on voit bien effectivement, avec une spécificité en Bretagne sur les logiques de polarisation effectivement de l'économie sociale et qui produisent un maillage évidemment très intéressant pour notre sujet. Et vous avez évoqué l'alimentation, ça tombe bien. Nous avons Kevin Guillermin du coup qui est du GRAP, voilà, donc qui va pouvoir aussi traiter du sujet. Oui, bonjour à toutes et à tous, désolé pour le petit retard, j'ai un petit contre-temps. Donc moi je m'appelle Kevin Guillermin, je suis co-directeur d'une coopérative dont le siège est à Lyon, qui s'appelle GRAP. Donc on est un groupe coopératif d'entrepreneurs dans l'alimentaire bio et local. Donc on est à la fois une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans l'alimentaire et un groupe coopératif avec 35 structures juridiques différentes dans ce groupe. Et donc on exploite 65 activités autonomes donc dans la distribution et la transformation des produits alimentaires bio et locaux. Donc on avait des petits devoirs à préparer, il fallait au moins un frein, un levier, une action. Donc le frein, et donc sur la question donc, des relations entre ESS et secteur public, pour le frein dont j'aimerais parler, moi c'est l'idéologie des appels à projets dans les collectivités. Qui est ce nouvel esprit du management public et donc qui est assez épuisant, je dois dire. Et donc voilà, on en a marre des appels à projets avec des critères divers et variés, tous plus saugrenus les uns que les autres. Et moi, j'aspire à ce qu'il y ait plus de subventions qui soient distribuées avec très peu de critères, mais où voilà, on se laisse aussi surprendre par les projets et les propositions. Et puis, on n'emmerde pas trop les porteurs de projets aussi avec du reporting. Si on les a bien choisis et bien sélectionnés, ensuite, normalement, ils doivent faire du bon travail. Voilà, donc ça, c'est mon frein. Et puis, peut-être un deuxième frein, c'est sur sur la commande publique qui va être aussi mon levier après, mais on a parfois des difficultés avec, je dirais, les lubies des élus sur la commande publique. Donc, nous, on a une initiative qui travaille pas mal avec le public, qui est un atelier de fabrication de repas bio pour les crèches. Et donc, ça tombe bien parce qu'il y a une dynamique sur cette question de l'alimentation pour les tout-petits. Et puis parfois, on tombe sur un élu qui veut à tout prix que le mardi, il y ait des pommes bio dans les assiettes. En fait, et ça ne correspond absolument pas aux contraintes techniques d'un opérateur qui fabrique de la restauration collective. Donc voilà, on a besoin aussi d'avoir des élus qui considèrent les problématiques de terrain et qui ne soient pas trop accrochés à toute force à leurs idées de départ et qui tiennent compte de ce qui se fait dans la réalité. Ça, c'était pour mes freins. Pour mes leviers, donc moi je vais parler de l'alimentaire qui est le secteur que je connais. Pour moi, le premier levier, c'est la préemption de foncier pour la préservation des terres agricoles. Nous sommes très inquiets de la disparition des terres agricoles et on a besoin que la collectivité use des pouvoirs et des prérogatives qui sont les siennes en matière de préemption de foncier.
et de lutte contre l'artificialisation des sols. La deuxième, c'est la commande publique et la commande publique durable. Donc j'en ai fait à la fois un peu un frein, mais en même temps c'est un levier très fort. Et on a besoin de la collectivité et de ses volumes, notamment pour la restauration collective, pour orienter l'agriculture vers la végétalisation de l'alimentation et pour aussi inciter les agriculteurs à se convertir en bio. Aujourd'hui, on a un énorme problème, on n'a pas assez d'agriculteurs bio. Il y a une énorme tension sur les approvisionnements. C'est le fruit du développement très fort de l'offre bio à Laval, mais le secteur de la production a du mal à suivre. Et on a besoin de convaincre des agriculteurs conventionnels de se convertir, et on a besoin des volumes de la restauration collective pour leur donner de la visibilité. Voilà, et puis du coup, donc, pour ce qui est des réussites dont je voulais vous parler, donc toujours en lien avec le secteur public, j'en citais deux. Donc, le premier, c'est donc cette activité qui s'appelle Goût-Chou. Donc, c'est une activité de fabrication et livraison de repas bio locaux 100% fait maison pour les crèches, qu'on a créé donc en 2017, qui aujourd'hui fait 1700-1800 repas par jour, distribués sur l'agglo lyonnaise et puis aussi l'agglo stéphanoise et la ville de Roanne, et qui emploie 13-14 personnes. Voilà, ça je pense que c'est une structure qui pourrait exister dans chaque agglo de plus de 100 ou 200 000 habitants en France. Et la deuxième qui illustre ce qu'on peut faire en termes de coopération sur les questions de commande publique. On a travaillé pendant plusieurs années sur les questions de comment les festivals peuvent aller vers une logique plus durable sur leurs approvisionnements. Et ça a donné lieu au fait que le festival des Nuits de Fourvière, qui est donc le gros festival d'été de l'agglomération lyonnaise, maintenant donc, nous passe une commande chaque année pour le catering, donc le fait de nourrir les artistes et les techniciens du festival. Et ça représente donc un marché de 170 000 € par an, et qui est donc orienté vers une offre alimentation durable, circuit court, zéro déchet, etc. etc. Voilà, j'en reste là. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, avec la question du lien à la commande publique comme levier aussi, hein, donc de développement pour l'ESS. Alors, troisième, il y en a, donc j'en ai encore deux témoignages. Voilà, c'est pour illustrer vraiment. Je préférais partir d'actions, je dirais, concrètes. Et donc, la troisième, donc c'est Marie Leclerc-Bruyant, puisque vous étiez en plus à l'introduction juste avant. Et donc, vous êtes en charge de l'économie sociale et des institutionnels à la Fédération de la Caisse d'épargne. Ouais, en fait, à BPCE pour les caisses d'épargne. Mais c'est pas très grave, j'ai aussi travaillé à la Fédération des caisses d'épargne, l'organigramme est digne de l'ESS. Voilà. Je voudrais d'abord excuser mon collègue de la Caisse de Lyon, qui pour des raisons de Covid ne peut pas être là, et qui est voilà, il est aussi au bureau de la CRES d'Ora, et c'était aussi à ce titre qu'il voulait intervenir, donc je m'en excuse. Donc effectivement, je prends le relais et je prends aussi un peu sa casquette au niveau régional, parce que je vois un petit peu ce qui se passe. Le premier frein, en fait, lié à ces sujets, selon lui, c'est aussi le problème tout simplement un manque de connaissance d'un certain nombre d'élus de ce que c'est que l'ESS. Alors c'est dommage, parce que c'est une économie qui est en proximité, une économie qui répond à tout un tas de leurs besoins, mais finalement elle est méconnue. Alors c'est peut-être à nous de nous interroger, hein. Est-ce qu'on est trop jargonneux? Est-ce qu'on est un petit peu distancié? Est-ce que notre écosystème il est étanche? Je ne sais pas. Là encore, je veux pas caricaturer, parce que je vous le dis entre nous, moi je suis seconde adjointe de ma ville, donc il ne faut pas aussi penser que tous les élus sont trop distanciés, mais quand même, c'est quand même un constat. Donc le premier levier, le premier frein, ce serait justement une méconnaissance, et peut-être agir là-dessus. Alors la caisse d'épargne de Rhône-Alpes, en fait, elle touche une pluralité d'acteurs au niveau local, et justement parmi les leviers, alors une initiative intéressante, c'est des événements sur un certain nombre de dispositifs. Alors je pense à Petite Ville de demain ou Opération Cœur de Ville, où on va cibler des problématiques. Ils vont inviter leurs clients secteur public, leurs clients logement social, avec des clients économie sociale, et permettre à tout ce monde-là de se rencontrer, de se réunir. Et finalement, on voit que des élus ont des problèmes de mobilité, mais en fait, il se trouve qu'il y a justement sur le territoire des structures de l'ESS qui ont des offres de mobilité durable. Les élus ont des problèmes de fourniture alimentaire pour leur cantine. Il y a donc, on vient d'en
parler, un certain nombre d'acteurs du territoire de l'ESS qui peuvent répondre. Donc comment, par des événements très concrets, on peut rapprocher un peu et finalement permettre aux gens de se connaître. Donc ça, c'est vraiment un côté mise en relation, finalement, qui est assez essentiel. Et puis, juste un autre exemple, c'est qu'ils avaient vu qu'avec la métropole de Lyon, il y avait quand même un sujet sur comment on permet l'émergence de projets avec des acteurs de l'ESS qui parfois s'épuisent à aller taper à une multitude de guichets. Donc finalement, ils ont créé un fonds de l'innovation sociale de la métropole de Lyon. Ils ont un petit peu tous mis au portefeuille. Ils sont un peu tous d'ailleurs dans les tours de table. Et puis voilà, ils font des appels. Alors pour le coup, c'est des appels à projets. Je ne sais pas s'il y a une multitude de critères, parce que la question c'est comment ils sont constitués. Mais voilà, ils ont l'impression quand même que ça touche une demande sur des financements pas énormes. Hein. On est vraiment sur de l'amorçage, puisqu'on est autour de 7 à 10 000 euros de dons pour des structures associatives qui sont plutôt en phase d'études et d'émergence. Mais du coup, mon dernier levier, ce serait de dire, quand les outils manquent, on se met ensemble, on met nos moyens en commun et puis on essaie de voir des solutions au niveau local. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments. Puis on voit aussi que le multipositionnement et ou le plurimilitantisme, en tout cas le fait qu'effectivement on peut être à la fois dans l'ESS et élu, ce qui peut peut-être générer des schizophrénies. Des fois, j'en sais rien. On verra. On verra. Je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages et y compris dans le rôle d'animation territoriale de la banque. Hein. La banque, c'est pas que la caisse, quoi. C'est aussi effectivement des relations partenariales, ce que vous avez bien détaillé. Merci beaucoup. Et donc pour terminer sur les premières prises de parole dans la salle, et après on passera au plateau avant de revenir à la salle, c'est Valérie Daher, donc de Break Poverty, si vous voulez bien. Oui, bonjour à tous. Donc Valérie Daher, je dirige la Fondation et l'Institut Break Poverty, deux organisations qui sont dédiées à la lutte contre la pauvreté des enfants sur notre territoire et qui financent notamment des programmes dans le domaine du soutien à la petite enfance, de la prévention du décrochage scolaire et de l'accès au premier emploi des jeunes défavorisés. Merci d'abord de me donner la parole. Et effectivement, je voudrais témoigner d'une initiative que l'on porte depuis maintenant 3 ans et qui est inscrite dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui est la dotation d'action territoriale et qui est une alliance qui va même au-delà en fait du monde de l'ESS et des collectivités locales et de l'État, et qui associe également les entreprises. Donc l'idée, c'est de mettre autour d'une même table en fait entreprises du secteur marchand traditionnel, les associations et les acteurs de l'ESS et les collectivités locales pour obtenir un effet de levier en fait, et notamment accroître l'impact des associations qui luttent contre la pauvreté sur un territoire. Et cette alliance se fait à l'échelle super territoriale, c'est-à-dire qu'on agit en général à l'échelle de l'EPCI et donc sur des territoires bien déterminés. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit vraiment à quel point ces alliances qui vraiment réunissent des acteurs qui traditionnellement quand même se rencontrent assez peu, notamment sur la question de la pauvreté des jeunes sur un territoire, peut avoir un impact absolument extraordinaire, notamment sur des petites villes. Et pour vous en donner un exemple très concret, le pilote que nous avons mené en fait sur ce programme à Romans-sur-Isère a permis de lever en fait au profit des acteurs de l'ESS sur place, donc 6 associations, plus d'1,5 million d'euros qui ont financé 6 programmes de lutte contre la pauvreté des jeunes et qui aujourd'hui permettent d'accompagner 1000 jeunes défavorisés sur ce territoire. Et ce 1,5 million d'euros en fait a été financé à 50% par des acteurs privés et à 50% par la collectivité locale et par la région. Donc on voit à quel point finalement, avec un peu d'ingénierie, avec un dispositif d'alliance territoriale, on arrive à avoir un véritable effet de levier. Et aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau national, c'est que 1 euro investi dans la dotation d'action territoriale permet de lever 15 euros de fonds privés au profit de ces programmes, en fait, pour soutenir des jeunes défavorisés. Donc pour nous, je dirais que notre conviction la plus profonde, c'est que aujourd'hui, effectivement, ces alliances sont absolument déterminantes pour soutenir les acteurs de l'ESS en général et sur notre sujet, pour soutenir la lutte contre la pauvreté en France. Un des freins qu'on rencontre traditionnellement, c'est la contrainte du temps et surtout le temps long des collectivités face au temps souvent court des associations et des entreprises. Alors notamment lorsqu'on est confronté à des situations d'urgence humaine, sociale, il faut pouvoir agir vite et c'est vrai que la collectivité n'est pas forcément toujours au même rythme, notamment en termes de décaissement. Donc le temps est souvent notre pire ennemi. En revanche, effectivement, en termes de levier, je vois vraiment pour moi l'impact en fait de cet effet de levier économique entre des fonds privés et des fonds publics au service d'une même cause quand elles se réunissent.
Merci beaucoup Valérie pour ces éléments de présentation. Donc on a fini, je dirais, le tour des premières illustrations et juste avant de donner la parole au plateau, ce que je constate d'une part, c'est des formes d'hybridation. Il va en être question d'ailleurs lors du plateau final, puisqu'on aura quelqu'un qui a écrit sur l'hybridité d'un point de vue philosophique. Donc c'est d'abord l'hybridation, c'est-à-dire on voit effectivement des catégories d'acteurs extrêmement diverses se mêler d'intérêt général avec donc des nouveaux arrangements au fond institutionnels entre ces différents acteurs. C'est quand même un premier élément. Le deuxième, j'ai vu Hugues Sibyl arriver, on travaille actuellement ensemble sur les questions de responsabilité territoriale des entreprises et là on voyait à travers les exemples effectivement des véritables enjeux autour de l'ancrage territorial et qui se produisent à travers les questions à la fois de coopération et d'impact. Enfin, c'est les deux notions d'une certaine façon qui sous-tendaient, je crois, l'ensemble des interventions. Alors je vais donner la parole maintenant au plateau et je vais commencer avec Mathieu Fortin, donc pour la MNT, et pour savoir finalement qu'est-ce que ça t'inspire tout ça et au-delà, voilà, comment vois-tu et pourquoi finalement la MNT a voulu faire un plateau sur les alliances d'intérêt général, voilà. Et que penses-tu des élus? Parce que quand même, moi j'ai entendu du mal des élus. Je représente un peu au pied levé de mon président Didier B, qui est par ailleurs élu local, en plus d'être agent territorial. Mais moi, j'ai que la double casquette agent territorial et administrateur d'une mutuelle. Mais j'ai des choses aussi à dire par rapport à ça. Donc juste pour très brièvement replacer la Mutuelle nationale territoriale, on est une entreprise de personnes créées et animées par des agents territoriaux, des services publics locaux, et nous sommes donc leaders au sein du groupe Vive dans le secteur d'activité de protection sociale et des services qui prennent en compte les déterminants de santé de ses adhérents. Mais au-delà de ça, nous sommes un opérateur mutualiste auprès des collectivités territoriales et c'était tout naturellement qu'on a travaillé avec les équipes de VSS France pour essayer de mettre en immersion ce lien entre collectivités territoriales et économie sociale et solidaire. Moi, je vais juste partir des conclusions de l'Agora que nous avons co-animé le 1er décembre dernier pour préparer cet atelier avec les différents intervenants. On a un constat partagé, c'est que les acteurs de l'économie sociale sont présents pour assurer des services aux côtés des collectivités locales, aux côtés des collectivités territoriales. Alors notamment dans les territoires les plus fragiles, mais pas seulement, notamment en termes d'innovation sur des nouvelles politiques publiques, mais pas seulement. Mais c'est surtout que nous ne devons pas cantonner ces acteurs comme de simples opérateurs des services publics ou des politiques publiques locales. À partir de leur expertise du territoire, parce que chaque acteur a son expertise du territoire, de leur savoir-faire en termes d'inclusion et d'innovation, il faut qu'on arrive à faire ensemble, en créant notamment du dialogue entre les parties prenantes, mais en sortant du cadre. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de mon collègue lyonnais, parce que moi, je suis Villeurbanais, mais sur justement mettre un pas de côté, c'est-à-dire que même les collectivités territoriales, que ce soit les élus ou les techniciens, on est un des acteurs d'un projet comme les autres, et que nous n'avons pas, c'est pas parce que nous avons une force, je dirais, publique ou financière, nous avons le même poids en fait que n'importe quel autre acteur. Donc nous, c'est vraiment au niveau de la MNT, c'est vraiment cette vision qu'on porte sur l'importance de l'engagement de chaque partie prenante pour essayer de travailler sur ce qu'on appelle le commun. Et pour la condition de mise en œuvre, c'est notamment la mesure de l'utilité et de la performance de chaque acteur. C'est vraiment quelque chose pour nous de primordial pour faire avancer les projets et les sujets sur les territoires. J'ai identifié 2 leviers, alors un peu comme mes collègues, mais d'ailleurs il y en a certains qui se croisent par rapport notamment aux échanges qu'on a eus lors de l'Agora. C'est tout d'abord de favoriser les achats publics socialement responsables, mais ça passe également par l'outillage des acheteurs comme des entreprises de l'ESS, c'est-à-dire qu'il y a un véritable travail à faire entre les 2 parties prenantes. Et aussi développer les moyens d'ingénierie des coopérations dans les territoires. Alors à titre professionnel, pour avoir accompagné un véritable projet de coopération. Alors déjà, ça prend du temps, j'ai mis plus de 5 ans. Mais voilà, nous, on a été collectivité territoriale que facilitateur et partie prenante, mais au même titre que les autres. Ça demande du temps et ça demande aussi des moyens d'ingénierie, comme les collègues l'ont dit précédemment. Et je pense que
les pouvoirs publics, alors certes, il y a du financement, c'est important le financement, mais il n'y a pas que ça. Je pense que nous, en tant que représentants de fédérations d'acteurs de l'ESS, on a un rôle important à jouer pour accompagner les acteurs de l'ESS. Je vous citerai 2 exemples que nous, on a mis en œuvre au niveau de la MNT. On a créé un fonds de dotation, accélérateur d'innovation, pour les collectivités territoriales, pour imaginer les services publics de demain, avec, si possible, la coopération avec des acteurs du territoire, que ce soit les habitants ou des acteurs de l'ESS. Et au sein du groupe Vive, on a créé une association qui s'appelle Innovation Santé et Territoire avec la Caisse des dépôts, qui a pour objectif d'accompagner des acteurs, des collectifs d'acteurs dans les territoires, dans le champ de la santé, notamment sur le développement des soins primaires dans les territoires, où là, l'objectif, c'est de donner un espace-temps à ces acteurs pour travailler ensemble. Et c'est pas de faire à la place d'eux, hein, mais c'est de pouvoir donner les moyens, de donner le pouvoir en fait aux gens. Merci beaucoup Mathieu pour ces éléments. Je vais donner la parole à Claire Touy, que j'ai vu opiner du chef tout à l'heure quand il a été question de dire il ne faut pas que les associations soient traitées comme ou les acteurs de l'ESS soient traités comme des opérateurs, ce qui rejoignait effectivement la problématique des appels à projets évoqués tout à l'heure. Donc c'est la revendication, j'imagine, d'un véritable rôle de partenaire. Donc comment vois-tu les choses du point de vue de ces alliances de l'intérêt général, justement au titre du mouvement associatif? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vraiment parler par rapport à la famille que je représente, à savoir la famille associative. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, ou peut-être vous, je ne sais plus, sur les questions de on ne nous connaît pas, on n'arrive pas à bien faire savoir ce qu'on fait. Et donc, je pense qu'un des grands enjeux pour nous, c'est quand même de réussir à faire savoir notre savoir-faire. Je pense que c'est peut-être un élément essentiel. Et donc, la première chose, pour faire savoir ce qu'on sait faire, il faut peut-être faire savoir ce qu'on est. Je vais enlever ça, c'est pratique, voilà. Les associations, c'est 1,5 million d'associations en France, il y en a partout, elles couvrent tous les champs possibles, elles sont dans tous les villages de France, elles maillent le territoire, elles créent des emplois, enfin, c'est une force de frappe incroyable. Mais ce que sont les associations avant tout, et je pense que ça c'est important de le rappeler, c'est des citoyens qui se rassemblent à un moment pour tout un tas de raisons, pour porter un projet, pour défendre une cause, pour organiser un festival, pour créer un club de foot, pour créer un hôpital. Alors souvent ça arrive un peu plus tard que tout de suite, la création d'un hôpital. Mais en tout cas, voilà, on se rassemble pour tout un tas de raisons. C'est d'abord des citoyens qui ont envie de faire ensemble. Donc il faut au moins être 2, il faut toujours coopérer pour faire une association. C'est la base de la loi 1901. Et donc on se rassemble pour porter un projet, faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est important, faire ce qu'on a envie de faire, parce que moi, ce qui me dérange un peu dans les questions de la coopération et notamment avec les pouvoirs publics, c'est toujours cette tentation des pouvoirs publics. Je caricature un peu volontairement, mais vu que c'est le but, il faut créer de la discussion, cette tentation des pouvoirs publics de réguler le cadre associatif, de créer un cadre, de les faire agir dans un certain espace, d'une certaine manière, sur certains sujets, etc. Et donc ça, voilà, moi je trouve que c'est important de faire attention à ça. Donc, des citoyens qui se rassemblent. Il y a un enjeu éminemment démocratique dans le fait associatif. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors, voilà, Timothée m'a incité à insister là-dessus. Donc, je vais insister sur la question de la démocratie. On a mené une enquête, là, le mouvement associatif a mené une enquête au moment des municipales, enfin, un sondage au moment des municipales, sur le rapport des Français avec leur territoire. Et ce qui ressort quand même, c'est que une personne interrogée sur 2 se dit engagée dans la vie de son territoire, dont plus de 2 tiers le sont par la participation à des activités associatives. L'action associative, le fait de pouvoir s'engager dans une association, ça renforce aussi la dimension civique, citoyenne, et ça c'est extrêmement essentiel, notamment dans un contexte, je vais employer un grand mot, mais bon, après tout, pourquoi pas, de crise démocratique, où on voit que de moins en moins de Français, Françaises ont envie de participer à des élections. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas pour autant, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour mieux, offrir davantage d'espace d'engagement aux citoyennes, aux citoyens, pour ensuite recréer une appétence, une envie de participer à travers les urnes. Donc ça, je pense que c'est un des éléments qui sont quand même absolument fondamentaux à mettre en avant. Donc vecteur de participation citoyenne, vecteur de cohésion sociale, vecteur de cohésion territoriale, ça aussi je l'ai dit. Des agents de confiance aussi, les acteurs associatifs qui contribuent grandement au bien-être donc, des individus. Ça c'est intéressant, d'ailleurs le sondage le montre. Après les médecins, les voisins et les commerçants, les associations dans les territoires sont
les acteurs de confiance, jugés de confiance par les habitantes, parce qu'elles seront toujours là. Pourquoi ? Parce que ce sont eux-mêmes qui se sont rassemblés pour faire quelque chose. Et donc d'ailleurs, j'attire l'attention collective de toutes et tous là-dessus. Dans certains territoires, le renouvellement de la gouvernance associative est assez problématique. Il y a eu un article dans Le Monde extrêmement intéressant récemment sur un comité des fêtes qui était tenu par un couple de retraités de 77 ans. Ils ont fait tout un tas de trucs pendant 30 ans, ils en ont marre, ils trouvent personne pour prendre la suite. Et donc ça aussi, ça doit nous interroger sur l'accès aux responsabilités. Bon, voilà, je voulais parler de démocratie. Maintenant, de façon plus concrète, ça me semble important. Si on veut définir en gros les nouvelles alliances de l'intérêt général, il faut qu'on arrive à définir des conditions d'alliance. Il y a une chose qu'on a impulsée, qui est apparue en 2001, qui est absolument formidable, c'est la charte des engagements réciproques, qui a été signée en 2001 entre l'ancien mouvement, le mouvement associatif, ancien nom, coordination permanente des coordinations associatives, l'État. La charte des engagements réciproques, elle dit tout, elle est co-construite. C'est les acteurs publics et les acteurs associatifs qui ont co-construit ensemble une charte qui définit les conditions partenariales. Elle est encore trop peu déclinée dans les territoires. Donc premier élément, premier levier, décliner cette charte des engagements réciproques et l'adapter selon les territoires. Deuxième levier, à mon avis essentiel, la subvention. Alors je sais que l'argent c'est le nerf de la guerre. La subvention, pourquoi ? Pas parce qu'il faut de la subvention pour de la subvention, mais parce que la subvention, elle permet l'initiative associative. L'initiative associative, elle permet quoi derrière ? Elle permet de faire évoluer les politiques publiques, de trouver des réponses adaptées dans les territoires. Encore une fois, pourquoi ? Parce que les associations, c'est les citoyens eux-mêmes qui s'organisent pour répondre à des problématiques concrètes, identifiées ensemble. Voilà, et donc je voulais vous prendre un exemple, puisque quand même il se passe des choses, il y a des coopérations qui existent, et nous, donc le mouvement associatif, on a porté en 2018 dans le cadre d'un rapport, un chantier pour une politique de vie associative ambitieuse. On a remis au Premier ministre à l'époque 59 propositions et l'une d'elles, c'était de créer un guichet d'accompagnement dans les territoires. Alors bon, je vous fais quelque chose d'assez résumé. Aujourd'hui, ça s'appelle Guidasso. Et donc Guidasso, c'est les acteurs d'un territoire qui se rassemblent, c'est les acteurs de l'accompagnement d'un territoire qui se rassemblent pour permettre à toute association de trouver un interlocuteur dans son parcours d'accompagnement. Donc ça, c'est assez intéressant de le dire, que ce soit les petites associations les plus éloignées des points d'accompagnement classique, grâce à ce maillage, à ce guichet d'accompagnement, vont avoir un point d'entrée unique sur leur territoire pour accéder aux réponses qu'elles ont, aux questions plutôt, parce que les réponses, aux réponses aux questions qu'elles se posent, pardon, je m'embrouille. Voilà, donc ça c'était un premier point. On a mis en place ce Guidasso dans 3 territoires depuis un an maintenant, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France. Ça marche extrêmement bien. Ça va se décliner dans 7 nouvelles régions à partir de l'année 2022. Donc on a vraiment un enjeu à développer ça et à vraiment mailler les acteurs de l'accompagnement associatif notamment dans les territoires pour permettre aux associations de trouver des réponses adaptées à leurs questions à tout moment. Voilà. Merci beaucoup Claire pour ces éléments effectivement généraux et avec des applications mais au titre du mouvement associatif. On va rentrer maintenant sur une approche en tout cas plus sectorielle avec la question du sanitaire et Marie-Sophie Dessol, donc présidente de la FEAP. Alors comment justement ces questions de santé du coup se déclinent-elles du point de vue des alliances d'intérêt général sur les territoires ? Oui, bonjour. Alors c'est sûr que nous sommes peut-être un cas un peu particulier. Pour juste donner une idée un peu de l'importance du secteur santé dans l'économie sociale et solidaire, si on parle que de la FEAP seule, nous avons à peu près 280 000 professionnels qui interviennent dans le secteur. Mais si on prend l'ensemble de la branche de santé solidaire, c'est à peu près 900 000 professionnels qui aujourd'hui sont, j'allais dire, des acteurs au quotidien dans le sujet santé. C'est juste pour montrer l'importance peut-être dans l'ESS, mais aussi dans la réponse en termes de santé. Et c'est quand même ça aussi lié à l'histoire, que les uns et les autres disaient, c'est des initiatives des citoyens. Et donc là, en l'occurrence, on est bien sur des initiatives de citoyens qui ont considéré qu'il y avait une réponse qui n'était pas satisfaisante dans le champ santé et qui se sont alliés
pour proposer des réponses. Alors, moi je parle santé, c'est-à-dire que nous allons bien sûr des actions de prévention à tout ce qui est réponse soins, les hôpitaux, hein, pour le dire un peu vite, mais également l'accompagnement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et l'accompagnement des adultes et des enfants en situation de précarité. Donc on est vraiment sur l'ensemble du champ. C'est important de le dire parce que dans la question de l'alliance, il y a aussi la question du parcours. C'est-à-dire, c'est comment on évite de trop sectoriser un peu les choses. Autre élément peut-être caractéristique de notre secteur qui fait peut-être que je vais parler un petit peu moins d'argent, c'est-à-dire que nous avons un financement public. C'est-à-dire que notre activité se déroule parce que nous avons 100% de financement public, que ce soit l'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou autre, ou les départements, mais c'est quelque chose qui est une dépense qui est assurée. Pour autant, on a effectivement un sujet, un sujet d'alliance sur la réponse dans les territoires. Et la manière dont moi je vais essayer de le positionner, c'est finalement de trois ordres. Premier ordre, j'ai envie de le dire ici dans le cadre de l'ESS, je ne suis pas sûre qu'on ait mis en place entre nous, voilà, nous avons des établissements qui sont quelquefois assez importants, etc., qu'on ait réussi à mettre entre nous une stratégie d'alliance entre celles et ceux qui portent des actions sur les jeunes en difficulté, sur le développement durable, sur un certain nombre de sujets. Il y a sans doute, y compris entre nous, hein, parce que c'est quelquefois quand on dit alliance, c'est toujours l'extérieur, et comme si l'extérieur ne faisait pas suffisamment. Je pense qu'on a aussi quelquefois à s'interroger sur comment nous-mêmes on organise entre nous ces stratégies d'alliance. Donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, à mon avis, en levier d'action, je vais vite hein, pour pouvoir ensuite laisser le débat, mais le deuxième sujet en levier d'action, c'est la question de la co-construction du projet. Et quand on parle santé et quand on parle de territoire, je pense en réalité que personne seul n'a la solution. Donc les communes, bien sûr, ne l'ont pas. Les départements non plus. Les professionnels libéraux, pas plus. Les hôpitaux publics non plus. Nous non plus. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est pas que quelqu'un nous dise ce qu'il faut faire. Voilà, donc on n'attend pas que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, ministères, agences régionales de santé, départements, etc., nous disent voilà ce que vous devez faire. On préférerait un mouvement plus ascendant qui est de mettre autour de la table, sur un territoire donné, l'ensemble des parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, c'est autant les usagers ou leurs représentants que les professionnels, quel que soit leur statut, pour essayer de diagnostiquer c'est quoi les besoins de santé de la population et en fonction des besoins de santé de la population, quelles sont les réponses que l'on apporte et comment les uns et les autres on peut contribuer à ces réponses. Et quand je le dis, pour que je sois clair vis-à-vis de la salle, je ne parle pas que du secteur santé. Parce que, par exemple, quand vous parlez personnes âgées, quand vous parlez personnes avec un handicap psychique, vous parlez problème logement. Hein. Vous parlez circulation dans la ville, vous parlez d'un certain nombre de sujets qui va concerner, vous parlez des nutritions, enfin, vous parlez beaucoup de sujets. Donc, c'est bien l'ensemble des acteurs. Hein. On considère aujourd'hui que la santé, il y a beaucoup de facteurs très environnementaux, c'est-à-dire où on vit, comment on vit. Et donc, c'est bien tout le monde qu'il faut réussir à la mettre autour de la table pour faire un projet territorial de santé dans lequel tout le monde s'implique. Ça, c'est la première logique, c'est qu'on se met d'accord sur le projet. Et puis, la deuxième logique et le deuxième levier d'action pour nous, c'est vraiment la question de la contractualisation. Et donc, c'est la question de la contractualisation autour d'objectifs. Et en fait, autant moi je considère que dès lors que l'on finance, on a le droit effectivement de financer des objectifs et surtout d'évaluer des résultats. Ce qui n'est pas la culture dans laquelle on est les plus efficaces en France. Mais c'est logique d'évaluer et que si on n'atteint pas les résultats, qu'il y ait En revanche, il faut nous laisser la liberté d'organisation.
En revanche, il faut nous laisser la dynamique de la coopération et de la coordination. C'est-à-dire qu'il faut, effectivement dire, écoutez, voilà, on s'est mis d'accord sur des objectifs, on se met d'accord sur les moyens qu'on va vous donner pour atteindre ces objectifs, on va vous évaluer, mais entre-temps, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Et je pense qu'avec ces deux grands leviers d'action, la logique du projet, de la construction, de la co-construction et de la logique de la contractualisation, on a deux leviers forts pour travailler sur les territoires et donc pour faire alliance. Merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, on voit dans vos deux interventions, je dirais, 2 points, c'est-à-dire d'une part, et c'est ce qui fait aussi les attentes à l'égard du secteur public, c'est-à-dire que certes, ce sont des associations, des citoyens engagés qui vont défricher des besoins, répondre à des aspirations, mais le développement du monde associatif et d'ailleurs le développement du coup de l'ESS, parce que le gros des bataillons de l'emploi de l'ESS sont dans le champ associatif, c'est parce qu'effectivement, il y a des financements publics derrière. C'est ça, en réalité, qui permet le développement, évidemment. Donc, c'est d'où effectivement le paradoxe. Puis deuxième niveau, c'est on voit bien sur votre approche particulièrement que les approches sectorielles en fait sont reconfigurées par le territoire. C'est-à-dire que le décloisonnement dont vous parlez n'est permis que parce qu'on va s'ancrer sur un territoire, rechercher des partenariats, répondre de manière en proximité aux besoins des personnes. Alors la parole, j'ai envie de dire, est à l'accusé, Florentin. Donc Florentin Letissier, bon, ça va, il est d'une collectivité, c'est pas l'État non plus, hein, donc bon, mais en tout cas, donc Florentin qui est maire adjoint à la mairie de Paris, en charge de l'ESS, de l'économie circulaire et de zéro déchet, je crois, hein, donc avec un lien étroit entre ESS et transition écologique, qui se repère d'ailleurs maintenant de plus en plus. Hein. C'est vrai qu'on voit que les approches de l'ESS très transversales se rentrent maintenant davantage sur un peu du sectoriel, mais ouvert, on va dire, c'est-à-dire avec des approches type économie circulaire. Donc, que penses-tu au fond de tout ce qui a été dit et quel est le rôle au fond des acteurs publics pour accompagner l'ESS et comment aussi l'acteur public peut mobiliser l'ESS au service de ses propres projets d'intérêt général? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, ça marche le micro. Je m'excuse de ma voix enrhumée, ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. Mais le masque plus le rhume, j'espère que vous allez quand même me comprendre. Oui, alors moi j'avais prévu effectivement de vous expliquer à quel point, évidemment à Paris, on fait des choses magnifiques en termes de coopération, mairie et puis évidemment tissu de l'économie sociale et solidaire. Je garderai peut-être ça pour plus tard. J'ai envie plutôt de rentrer dans la discussion, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites que je trouve intéressantes. Moi je pense que pour bien coopérer, il faut comprendre mutuellement quelles sont les contraintes pour après aller aussi vers des objectifs qui sont partagés. Et il y a des choses que j'ai entendues par exemple sur la logique des appels à projets, hein, pour prendre les choses un petit peu dans le désordre, mais je trouve ça en même temps c'est assez intéressant. Ça rejoint une première contrainte qu'on a nous en tant qu'élus, c'est que les gens nous demandent de plus en plus de la transparence et qu'on soit très bon gestionnaire des deniers publics. Et c'est vrai que la montée en puissance des logiques d'appel à projet, que moi personnellement je ne partage pas non plus totalement, je trouve que passer qu'il y a des choses effectivement assez folles qui se font et que ça submerge les acteurs associatifs notamment, qui passent des plombes du coup à remplir des dossiers pour répondre à des appels à projets, c'est un vrai souci. Néanmoins, dans certains cas, les appels à projets permettent aussi de réouvrir des champs justement avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs historiques de coopération avec certaines collectivités notamment, et que parfois ça peut justement faire aussi entrer de nouvelles structures dans des coopérations avec les collectivités. Je fais une petite parenthèse pour dire que quand on est élu comme moi à la ville de Paris, on est élu aussi sur un territoire qui a ses spécificités, comme chaque territoire. Être élu de Paris, c'est pas la même chose qu'être élu de Mayenne, que d'être élu de territoire rural, territoire ultra-urbain, périphérique, périurbain, etc. Et ça, c'est un impact sur aussi la capacité qu'on a finement à connaître les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est important, évidemment, quand on fait de la coopération. Moi, sous la précédente mandature, j'étais adjoint d'arrondissement, du 14e arrondissement. J'avais déjà en charge l'économie sociale et solidaire. Un arrondissement à Paris, c'est le 14e en l'occurrence, c'est 150 000 habitants déjà. Mais c'est vrai, quand vous êtes adjoint d'arrondissement, moi, j'avais quand même cette connaissance assez fine, on va dire, de l'ensemble des acteurs ESS de mon territoire. Et donc, ça permettait aussi de calibrer des subventions, des partenariats, très concrètement. Quand vous êtes à l'échelon parisien, vous avez en charge donc une ville beaucoup plus importante, et là, je l'admets, je n'ai pas la connaissance précise de tous les acteurs ESS du territoire parisien, de tout le tissu associatif, et donc c'est aussi une contrainte
pour moi, en tant qu'élu, dans la capacité que j'ai à nouer des coopérations concrètes, à faire des projets, de pas forcément être très finement au clair parfois sur un certain nombre d'acteurs. Alors on apprend évidemment, mais ça je pense que c'est important de le souligner. Il y a aussi le sujet de la commande publique qui a été évoqué. Ça c'est un sujet très important et ça tombe bien parce qu'en ce moment on vient de boucler nous à Paris la rédaction du nouveau schéma de la commande publique responsable de la ville de Paris qu'on va voter la semaine prochaine au Conseil de Paris. C'est 1,5 milliard annuel d'achat public, la ville de Paris, ça fait 3 milliards si on prend les concessions, donc c'est un levier très fort pour justement faire monter en puissance des acteurs de l'ESS, pour structurer des filières, etc. Et la difficulté qu'on a, parce que évidemment moi j'ai poussé très fort pour qu'on ait un schéma où il y a énormément de choses sur l'ESS, sur les clauses, les objectifs, le suivi, etc. C'est qu'il faut qu'on ait un tissu aussi d'acteurs qui sont en capacité de répondre au marché public. Et ça c'est une vraie coopération qu'il faut faire vraiment. Et c'est pas facile, et je suis d'accord avec monsieur qui parlait de la nécessité d'avoir des professionnels, des gens qui sont en capacité à un moment d'organiser la discussion entre d'un côté des collectivités, des pouvoirs publics et d'autres les acteurs de l'ESS, parce que voilà, ça prend du temps de faire du sourcing sur telle ou telle filière, de regarder qui fait quoi, dans quel volume, pour après nous on puisse calibrer les marchés. Alors je rallume mon téléphone parce que j'avais noté un autre point qui m'avait... Excusez-moi, j'ai pas de petite feuille. Commande publique, manque de coopération. Donc voilà. La question aussi, et je l'ai beaucoup senti dans les interventions, c'est que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ils veulent de l'autonomie. Ils sont attachés au fait de pouvoir eux-mêmes construire les réponses, y compris les réponses qui sont attendues par les pouvoirs publics. Et ça, moi, je partage complètement ce point de vue. Alors, il faut quand même, encore une fois, un minimum de reporting, parce que nous, encore une fois, je le dis très franchement, il y a des structures qui travaillent très très bien, où effectivement ça marche très bien, etc. Et il y en a d'autres où effectivement on met aussi de l'argent public et on est parfois déçus. Et donc comment on organise aussi ce reporting? Alors il ne faut pas que ce soit du néo-managérialisme, je ne sais pas comment le dire, où effectivement on est dans une forme de flicage, on met 10 000 indicateurs, etc., qui n'ont aucun sens. Il faut plutôt effectivement avoir un dialogue de confiance avec les acteurs et puis travailler ensemble. Je voudrais terminer pour vous dire que nous, en fait, à la Ville de Paris, l'approche qu'on a sur ces coopérations, c'est vraiment la logique de filière. C'est-à-dire se dire, voilà, on a des filières dans l'économie circulaire, notamment, et c'est là qu'on est dans ma délégation au croisement ESS économie circulaire. On a des enjeux, nous, à Paris, de structuration de filières dans l'économie circulaire, hein, comme tous les territoires. Mais nous, la problématique qu'on a encore plus forte, c'est que notre tissu économique à Paris est extrêmement tertiarisé. C'est-à-dire qu'on a une ville qui dépend beaucoup de services financiers, de l'hôtellerie, du tourisme de masse, etc. Et on en a vu les limites pendant la crise Covid, puisqu'en fait, avec les frontières qui se ferment, etc., on a vu à quel point on était vulnérable. Et puis il y a les questions aussi alimentaires. Une ville comme Paris, si les camions arrêtent de livrer les supermarchés, en 2 jours, il n'y a plus assez à manger dans les magasins. Donc nous sommes très vulnérables. Donc sur un certain nombre de filières, à la fois pour remettre de la petite manufacture, de l'artisanat dans l'économie circulaire, le recyclage, la réparation, le réemploi, il faut qu'on travaille ensemble. Pouvoir public, acteurs de l'ESS, puisque nous, en l'occurrence moi, sur ma délégation, je fais du développement économique. Donc l'objectif, c'est de discuter avec des acteurs économiques sur certaines filières pour dire voilà comment on va vous aider à massifier votre production, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans de l'économie de niche, il s'agit de pouvoir répondre concrètement à des besoins du territoire. Par exemple, sur la filière consigne pour réemploi, où on veut remplacer les emballages plastiques jetables, comment on fait pour avoir des acteurs de l'ESS qui se positionnent sur cette filière-là et qui apportent des solutions à l'échelle. Donc voilà, sur ces filières, on a des dialogues de filières. Donc on organise la coopération filière par filière avec des rendez-vous réguliers et on utilise aussi un écosystème. Donc il y a la ville de Paris avec ses services administratifs, mais il y a aussi des acteurs comme la Maison des Canaux que sans doute certains connaissent, qui aussi ont, voilà, c'est plutôt le côté vitrine, organisation d'événements. On a des acteurs aussi plutôt financiers comme Paris Initiative Entreprise qui sont dans le réseau France Active, etc. Donc là, c'est des outils aussi de financement. Donc c'est une forme de planification à l'échelle locale qu'on s'efforce de mettre en place, planification co-construite, pas une planification descendante à l'ancienne, planification où on essaie de converger ensemble sur des objectifs et comment on y va. Et on fait le maximum et évidemment on est preneur des critiques et je pense que les critiques, si je peux me permettre de dire ces derniers mots, il ne faut pas oublier que nous les collectivités locales on est quand même aussi dans une grande difficulté, notamment sur le levier subvention, puisque moi qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois, c'est que j'ai dû
couper dans un certain nombre de subventions, j'ai dû refuser un certain nombre de subventions, la mort dans l'âme à pas mal d'acteurs de l'ESS parce que je n'avais pas les moyens, parce que la situation financière était trop mauvaise. Et donc vous expliquer ces contraintes-là, mais pourquoi aussi on est dans cette situation? Parce qu'on est dans un pays où, en termes de fiscalité, en termes de... Voilà, je pourrais développer, mais vous voyez à quoi je fais référence. Quand on centralise toujours plus la fiscalité, qu'on dépouille les collectivités locales des moyens économiquement de coopérer territorialement avec les acteurs de l'ESS, on est dans la difficulté. Donc il faut aussi interpeller à la plus haute échelle, si je puis me permettre. Merci beaucoup Florentin, effectivement, et puis c'est tout le paradoxe, puisque d'un côté on voit dans le financement de l'ESS que c'est les collectivités locales qui prennent une place croissante en réalité, à la place de l'État, et ce alors même que l'État finance de moins en moins les collectivités locales. Donc c'est effectivement un peu le paradoxe de cette affaire. Je vous propose donc qu'on passe aux questions, parce que nous avons ménagé un temps quand même assez conséquent d'échange du coup avec la salle, l'objectif étant évidemment d'aller sur des interactions le plus nombreuses possible. Alors qu'est-ce que ça évoque chez vous? J'ai cru voir une main déjà se lever, voilà, là. Monsieur, je ne sais pas si on peut lui amener, je ne sais pas si c'est très Covid compatible ou pas, on s'en fout. Voilà. Bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Fais ça bien. Bonjour. Bon. Donc moi je suis Léo Voisin, je suis le responsable de l'Observatoire régional de l'ESS en Île-de-France. Et je voulais juste citer une initiative qu'on a prise en Île-de-France, qui est l'organisation d'un club des collectivités, dans lequel on fait l'interface entre structures de l'ESS et collectivités. D'ailleurs, on le fait avec le RTES et c'est soutenu par l'MNT. Donc du coup, le tour de table est plutôt bien choisi. Ce club des collectivités, il est né d'un besoin qui était exprimé par les collectivités en Île-de-France, puisque auparavant, en Île-de-France, il y avait une agence régionale qui s'appelait l'Atelier, qui a été dissoute dans les premières années du mandat de Valérie Pécresse en 2016. Et cette structure assurait l'essentiel des activités de la CRES. Et en fait, elle avait la particularité d'être présidée par un élu et d'avoir de permettre l'intégration des élus dans sa gouvernance. Ce qui n'était pas possible avec la CRES, puisque ce n'est pas du tout la même logique. Et il y a quand même un certain nombre d'élus qui exprimaient un manque par rapport à ça dans l'interface avec le dialogue avec les structures de l'ESS. Et donc le projet de club des collectivités est né de ça, c'est-à-dire de créer un cadre dans lequel la CRES peut proposer des temps d'échange aux collectivités autour de tout un tas de sujets. On en a fait une dizaine déjà de clubs des collectivités, autour d'idées qui permettent en fait de donner à voir ce que peut faire l'ESS sur les territoires et comment techniquement des collectivités peuvent appuyer le développement des initiatives ESS. Voilà. Donc voilà, je voulais juste partager cette information-là. Et d'ailleurs, plusieurs CRES ont répliqué ce projet-là, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est pour le moment. Donc peut-être encore quelques CRES dans les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Effectivement, j'en suis témoin pour la partie Nouvelle-Aquitaine, et l'intérêt aussi, c'est de sortir c'est à la fois de partir et de sortir du RTES. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que, certes, parce que le RTES, il y a tous les élus à l'ESS dedans, mais l'objectif, c'est de sensibiliser aussi les autres. C'est d'outiller ceux-là, mais c'est aussi d'aller chercher les autres, parce qu'il y a encore trop peu, finalement, de délégations à l'économie sociale et solidaire, même si, souvent, il y a des bouts de délégations qui permettent de s'y raccrocher. Y a-t-il d'autres? Oui, je t'en prie. Ah oui, pardon, excusez-moi. Peut-être monsieur au fond d'abord, il avait levé la main tout à l'heure, excusez-moi. Puis ensuite, voilà, je redonne la parole à Grégory. On va faire... Bonjour, mais vous m'entendez là? C'est mon masque, je vais le baisser un peu, ça va être plus pratique. Fabrice Deschamps, la mutuelle Quorum du groupe Vive. Je voulais revenir un petit peu parce que différents de vos intervenants
Une a parlé de dépendance vis-à-vis des financements publics et des collectivités territoriales. Et le dernier interlocuteur qui a parlé, lui, d'autonomie, de demande d'autonomie. Donc on voit bien qu'il y a une contradiction entre cette demande d'autonomie et cette dépendance liée pour beaucoup de petites structures de l'économie sociale et solidaire au fait qu'ils n'aient pas suffisamment de poids pour pouvoir s'imposer vis-à-vis d'une collectivité territoriale. Je vais prendre l'exemple de ma région, la région Normandie, où on a beaucoup de difficultés avec le président de région qui veut imposer son schéma régional, ESS, etc., sans réelle co-construction. Mais nous sommes des Normands, donc nous sommes des gens déterminés, et je pense qu'on va arriver quand même, au fil du temps, à arriver à faire une co-construction avec le Conseil régional de Normandie. Mais je voulais insister sur cette notion d'autonomie et dépendance. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être, parce que comme Grégory, tu as déjà parlé tout à l'heure, je vais faire un peu, puis à la fin. Voilà, monsieur, s'il vous plaît. Oui, Thierry Guilloin. J'ai été jusqu'à il y a quelques semaines au Conseil à la vie associative. Je voudrais revenir sur un thème qui a marqué les premiers intervenants, qui avait marqué aussi les journées de l'économie sociale auxquelles certains d'entre nous participions il y a 15 jours en Bourgogne-Franche-Comté. C'est celui des appels d'offres, du poids que cela peut représenter pour un grand nombre d'associations, des appels à projets, des appels à concurrence, des appels multiples. Hein. Et donc je m'adresserai principalement à la défense, si elle le veut bien. C'est aussi l'un de mes autres... voilà. Je voulais dire que je partage tout à fait cette préoccupation et je voudrais m'adresser à vous parce que vous savez vous-même qu'il y a d'autres solutions que ces pratiques, des solutions plus directes pour faire prévaloir l'intérêt général sur la concurrence. Il se trouve que c'est un thème que nous avons beaucoup travaillé au Conseil au cours de ces dernières années. Nous avons beaucoup travaillé avec des associations dans le domaine de l'éducation populaire ou autres qui étaient confrontées à cette problématique des appels d'offres et qui nous disaient toutes, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, dans tous les secteurs d'activité, que au final, le temps consacré à remplir les dossiers, c'est du temps qui n'était pas consacré au travail direct. Et deuxièmement, c'est du temps qui aussi n'était pas consacré à la qualité du service. La mise en concurrence, par définition, ça joue sur la qualité du service qui est rendu. Or, vous le savez comme moi, ça n'est pas une fatalité. Le traité de l'Union européenne n'impose pas la concurrence dans tous les cas de figure, même si aujourd'hui c'est devenu la doxa. Malgré tout, vous le savez comme moi, que l'article 106 du TFUE autorise les États, autorise les collectivités à déroger à cette règle de la concurrence lorsqu'ils considèrent que l'intérêt général doit prévaloir. Je relisais hier un arrêt à propos d'une association italienne d'ambulanciers, des ambulanciers d'urgence. Et la Cour de justice a considéré qu'effectivement, eh bien, la collectivité italienne qui avait refusé de recourir à des appels d'offres pour recourir tout simplement, contractualiser directement avec cette association d'ambulanciers, eh bien, elle avait parfaitement raison. Or, en France, et ça avait été, il y a 15 jours d'ailleurs, on avait une conseillère régionale de Dijon, enfin de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous disait la même chose. Elle nous disait, mais nous, on croule sous ces procédures, il faut qu'on cesse, il faut que les élus, les collectivités apprennent à se servir des instruments de cet instrument, l'article 106, des instruments européens, pour privilégier véritablement l'intérêt général sur la concurrence. Ça ne viendra pas de Bercy, ça ne viendra pas de l'État, vous le savez. Nous, on s'y est heurté pendant des années. On a voulu travailler sur les SIEG et les SSIG avec Bercy. Il n'y a jamais eu moyen, ils nous ont claqué la porte au nez. Ça ne peut venir que des collectivités. Je souhaiterais avoir votre sentiment là-dessus. Je suis sûr qu'on partage le même point de vue, mais je voudrais que ça se traduise dans les faits au niveau de la collectivité. On pourra en parler 5 minutes après, si vous voulez bien. Ou même pendant, on va y revenir dans un instant. Il y avait peut-être une dernière, je finis la première salve de prise de parole. Il y avait Grégory là, juste là,
devant, voilà, qui voulait dire un mot, et puis ensuite on... Je vais faire court, je vais pas dire tout ce que j'ai envie de dire parce que ça va être trop long, mais je dirais deux choses. La première, dans les leviers, c'est le collègue de la CRES Île-de-France qui me faisait penser à ça. Je vais me lever, ouais. C'est qu'on organise aussi un certain nombre de formations avec le CNFPT en direction des agents et des élus sur ces questions-là, et c'est aussi un levier important, la formation. Voilà, petite parenthèse. Et après, je rebondis sur ce que disait Florent Letissier tout à l'heure. Je vais insister, je me dis... je pense que dans nos travaux, il faudrait sans doute réinsister sur le fait que notre République de l'ESS doit être une République décentralisée, parce qu'effectivement, je pense que tous les enjeux qu'on pilote dans les territoires, on voit bien qu'on est à un moment donné confronté à des questions de compétences et de moyens de collectivités territoriales, et ça, on est un peu quand même unique. Enfin, en tout cas, sur une grande partie de l'Europe, l'organisation politique administrative française, elle est quand même archaïque de ce point de vue-là. Et c'est un vrai frein pour tout ce qu'on conduit. Voilà. Hyper rapidement, d'accord. Je ne sais pas trop quelle casquette je vais mettre là, mais peu importe. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Je vous donne un exemple, on le fait avec la Caisse d'épargne Île-de-France et les canaux justement, avec Paris 2024. Là, ils ont fait des hackathons pour dire il va y avoir des événements culturels, des fan zones. Comment on fait une journée, on se met ensemble, la CRES Île-de-France était dans le coup évidemment, c'est eux qui ont aussi facilité l'événement. Comment ensemble on fait une journée pour sortir des projets et pour les concevoir ensemble. Moi, sur ma ville, on doit refaire un immeuble où on sait que l'Intermarché, il va être là. Moi, j'ai dit à Sébastien de Chailloux de la Caisse Île-de-France, pourquoi je conçois mon projet avec l'Intermarché et pourquoi je me dis pas je vais concevoir un projet avec d'autres acteurs de l'ESS. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai aussi le logiciel. Donc, je pense qu'il faut aussi, c'est peut-être aussi l'avenir, être beaucoup plus proactif dans la création de nos propositions. Merci beaucoup pour ces quelques compléments. Alors, est-ce qu'il y a des réponses ? Oui, merci. Moi, je voudrais reprendre l'exemple du champ de la santé pour dire un peu ce qu'on a vécu, un peu comme tout le monde ici, et ce qu'on a essayé de faire, et pour reprendre autour de la question de la discussion sur la problématique des appels à projets, de la question autour de la dépendance et ou autonomie, enfin tous ces sujets-là. On a nous aussi, à un moment donné, on a vu dégringoler les appels à projets et avec des discussions où finalement c'était la puissance publique, quelle qu'elle soit, qui définissait exactement l'appel à projet, qui mettait des critères absolument extraordinaires en disant maintenant vous rentrez dans ces cases-là. Bon, tout le milieu c'est un tout petit peu ému de cela, et on a réussi à faire bouger la logique. Donc je vais vous dire juste comment la logique a bougé dans le secteur santé. La première manière de faire bouger la logique, toujours, y compris en logique dépendance et autonomie, c'est de dire en logique de démocratie participative, on est dans une définition globale des objectifs de santé. Alors, il se trouve qu'on a un lieu qui est la Conférence régionale de santé et de l'autonomie, mais ça peut être d'autres lieux où l'ensemble des parties prenantes, quels que soient les usagers, les responsables des collectivités et les professionnels, disent voilà quels sont les objectifs que l'on veut. Bon. Et donc là, je reviens dans ma logique de co-construction, c'est-à-dire qu'en fait, on partage ensemble la construction des objectifs. Et ce n'est pas X ou Y qui décide des objectifs, on essaie de le faire ensemble. On essaie d'avoir un consensus, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins, on est dans cette dynamique-là. Et puis ensuite, à un niveau infra, lorsqu'on a défini qu'on avait besoin, par exemple, qu'il manquait des réponses pour les personnes âgées dans un territoire, juste pour vous donner cet exemple-là, et qu'on se dit, il faudrait faire un appel à projet. Et dans ce cadre-là, il y a deux réflexions, c'est-à-dire qu'on a élargi la possibilité avec les pouvoirs publics de pouvoir contractualiser, c'est-à-dire que s'il y avait déjà un acteur sur le territoire qui était en capacité de faire, je dirais, la puissance publique pouvait contractualiser, c'est-à-dire sans repasser dans une logique d'appel à projet. Et puis quand c'était une réponse un peu novatrice, ou quand c'était etc., dans ce cas-là, il y avait également la co-élaboration du cadre de l'appel à projet avec l'ensemble des parties prenantes,
pour qu'on se mette d'accord sur les objectifs, et avec à chaque fois une idée qui est de dire l'appel à projet doit définir les résultats, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu, et en revanche, laisser aux acteurs la possibilité de définir la manière dont ils avaient l'intention de répondre à l'objectif. Et alors, tout n'est pas parfait partout dans tous les secteurs, ça serait trop beau, et dans tous les territoires, mais objectivement, on a été dans une logique de responsabilisation, on a été dans une logique de démocratie participative, et puis bien évidemment, à un moment donné, écoutez, la puissance publique, qui est d'ailleurs le financeur, va décider quel est celui ou celle qui permet effectivement de répondre le mieux les choses. Et encore, cette décision se fait avec une commission d'appel à projet. Et dans la commission d'appel à projet, vous avez ceux qui seront les bénéficiaires, donc les représentants des usagers, pour aller vite, et vous avez également les représentants des professionnels. C'est-à-dire qu'on a vraiment sur toute la chaîne du processus de décision dans notre champ santé maintenant, quelque chose qui permet d'être en permanence dans la co-construction. Alors évidemment, à la fin, celui qui n'a pas gagné, il est triste et il n'est pas content, mais il n'en demeure pas moins que, je veux dire, on a réussi à essayer d'objectiver un peu la décision. Merci beaucoup pour cet exemple très concret. Alors Florentin, qui était directement interpellé aussi sur le sujet. En plus, il y a un plan d'action de l'Union européenne à l'ESS qui a été présenté hier. Donc là, on est en plein dans ce sujet, avec des questions aussi sur les aides d'État, etc. Alors Florentin, éventuellement sur... Oui, j'espère que vous avez compris dans ma première intervention que j'étais pas militant de détendre ces logiques d'appel à projet, de faire qu'elles soient prépondérantes. J'expliquais du point de vue d'élu quelques avantages parfois que ça pouvait avoir, mais j'ai bien conscience des nombreux inconvénients que ça a, et aussi philosophiquement comment justement les questions que ça pose en termes de coopération. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur un point. C'est que c'est pas parce que on fait pas d'appel à projet qu'il n'y a pas en fait de concurrence, puisque je vous donne un exemple. Moi, j'ai un budget qui est contraint. J'ai plein de structures de l'ESS et d'associations qui viennent me voir. Même si je ne passe pas par un appel à projet, à un moment, je vais devoir faire un choix. Je ne vais pas pouvoir donner de l'argent à tout le monde. Donc, de fait, la question, c'est comment on règle ça. Donc, comment on le règle, voilà, c'est compliqué, mais j'ai trouvé ça intéressant ce que vous disiez. On a essayé de le faire, nous, justement, on l'a fait. Je ne sais pas si on l'a parfaitement fait, si tant il est possible de faire quelque chose parfaitement, mais sur un appel à projet justement qu'on a lancé. Avant de le lancer, on a associé les futurs répondants à la définition un petit peu du cahier des charges et tout ça. Donc c'était pas mal. Mais voilà, moi je suis plutôt effectivement d'avis de pas généraliser ce type de pratique, évidemment. Je voudrais insister aussi sur un point, c'est par rapport à ce que vous disiez sur la décentralisation, République de l'ESS. Effectivement, il faut que là, politiquement, et j'ai cru comprendre que la République de l'ESS, ça voulait aussi porter dans le débat public et notamment présidentiel un certain nombre de propositions. Nous, je pense que les collectivités ne demandent pas alors évidemment, on demande plus d'argent, mais elles ne demandent pas forcément que l'État leur donne plus d'argent. Elles demandent d'avoir les capacités elles-mêmes d'autonomie. Et je veux dire, là, on est dans un truc où en fait, on a enlevé des impôts qui étaient à la décision des collectivités, et l'État dit qu'il va compenser par des dotations, mais donc les collectivités sont complètement dans la main du pouvoir central qui après fait ce qu'il veut. Et donc je pense que c'est très important ça, l'enjeu financier, l'enjeu réforme fiscale, financement, parce que ça conditionne énormément de choses, et il faut impérativement desserrer la contrainte justement qui pèse sur nous les élus quand on doit prendre des décisions de financer des acteurs de l'ESS, quand on doit nouer des coopérations, parce que plus cette contrainte elle est serrée, plus justement c'est compliqué de trouver des manières de régler, de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, et de trouver justement des coopérations qui soient posées sur de bonnes bases. Merci. Alors, juste, voilà, je vois de suite des mains se lever. Alors, je propose juste de prendre deux dernières questions, parce qu'en fait, on atteint le temps. Là, il est 15h14 et 42 secondes. Donc, vous voyez, c'était à 15 normalement. Donc, je propose, voilà, on va en prendre deux. Monsieur, puis Charles après, voilà. Et on s'arrêtera là. Merci, désolé. Oui, merci. Oui.
Yves Bayou-Moreau, je suis vice-président de la CRES Occitanie et en même temps au titre de la présidence de la Fédération des entreprises d'insertion Occitanie. Donc juste deux, trois points par rapport aux élus, par rapport aux collectivités. Vous savez qu'il existe, et Paris en était dans les premiers, les pionniers, il y a les budgets participatifs. Ça, c'est un dispositif, nous le mettons en place dans nos communes, petites communes, et qui permettent de le faire des BP ciblés. Ce qui en fait crée une super dynamique, puisque au final, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est les citoyens qui choisissent et qui se mobilisent par rapport au projet. Donc ça règle un petit peu la question des appels à projets sur des thématiques particulières, puisqu'on n'est pas sur du fonctionnement, on est sur de l'investissement, des choses comme ça. Donc ça, c'était le premier point. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, nous le faisons, ça fonctionne. Ça fonctionne. Deuxième point, les conventions pluriannuelles, d'objectifs et de coopération avec les collectivités. Vous devriez le mettre en place. 3 ans, c'est le maximum. Ça permet de sécuriser les financements aux associations. Point suivant, par rapport à la coopération. Il faudrait d'abord que les familles de l'ESS coopèrent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Oui, bon, vous voyez, on est d'accord. Il faudrait que les CRES régionales coopèrent. Il faudrait que ce qui peut être dupliqué puisse se dupliquer. Il faudrait qu'on fasse travailler les têtes de réseau, les réseaux qui ont des compétences, et donc de les faire travailler avec la question de la subsidiarité. Donc vous voyez un peu toutes ces questions-là, elles sont majeures. Si on ne s'y attache pas, je ne vais pas revenir sur la question de la représentation territoriale, c'est évident, au plus près des territoires, pour justement entrer dans les collèges économiques, etc., pour, in fine, être reconnu, et puis mieux connu, et puis être reconnu. Merci. Merci Charles, donc pour la dernière prise de parole depuis la salle. Merci. Bonjour à toutes et tous, Charles Lesage, délégué général du mouvement SOL, le mouvement national des monnaies locales. Merci beaucoup pour la richesse de tout ce qui a été dit et je me retrouve dans pas mal de points de vigilance ou d'idées qui ont été émises. C'est le dernier propos de monsieur élu à la ville de Paris qui m'amène à intervenir lorsque vous disiez il faut qu'on se dote de certains outils pour assurer l'autofinancement de notre territoire ou les moyens de notre autogestion. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose de très intéressant dans les monnaies locales que mettait en lumière Antoine Détourné il y a quelques jours. Suffisait de l'appeler, là, voilà. Ah ben. Antoine Détourné. Voilà, duo savamment préparé depuis. Justement, Antoine nous rappelait l'importance de penser le développement endogène des territoires, c'est-à-dire pas seulement comprendre comment on peut attirer des ressources extérieures pour financer le territoire, mais bel et bien financer, ou du moins développer le territoire à partir de ses ressources propres. Et ici, je pense que les monnaies locales sont un excellent outil pour de nouvelles alliances de l'intérêt général, à bien des égards, mais notamment sur la question financière. Et on pourrait imaginer que des subventions publiques, par exemple, soient versées en monnaie locale. Une étude d'impact des monnaies locales a été menée par le mouvement SOL, et notamment en s'appuyant sur des travaux universitaires qui montrent que l'injection de 1 000 € en euros sur un territoire génère entre 1 300 et 1 600 € de revenus successifs sur ce territoire. Il y avait dans l'expérimentation de deux territoires. Eh bien, sur ces mêmes territoires, il a été montré que l'injection de 1000 unités de monnaie locale, donc l'équivalent de 1 000 €, eh bien, génère 2000 unités de monnaie locale successifs. Donc, si vous voulez, une subvention sur ces territoires de 1 000 € va générer 1 300 €, là où une subvention de 1 000 monnaies locales va générer 2 000 monnaies locales. Pourquoi ? Parce que le bénéficiaire de cette subvention va la redépenser localement en monnaie locale auprès de quelqu'un du territoire qui la redépensera localement et ainsi de suite. Et c'est la même chose, je pense, ce développement endogène, on peut aussi l'appliquer à l'économie sociale et solidaire. Il faut favoriser les interactions entre les structures de l'économie sociale et solidaire et c'est ainsi qu'elles peuvent s'autofinancer mutuellement. Les monnaies locales sont un des outils pour le faire. Merci beaucoup. Alors on va passer au mot de conclusion. Alors je ne sais pas Mathieu, parce que je sais qu'il va être exfiltré, c'est la raison de la presse. Donc si éventuellement tu as un mot de conclusion. Voilà. Tout à fait.
il y avait un petit texto. Donc Mathieu, en un mot de conclusion. Alors là, du coup, je vais prendre ma posture d'agent territorial, en fait, pour répondre à certaines interrogations. Moi, je pense qu'il y a un véritable travail à faire auprès de mes collègues pour mieux comprendre aussi ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Parce que quand vous interpellez en fait les collectivités sur les marchés publics, je suis désolé, l'élu souvent il va se retourner vers son technicien. Dans ce genre de questions, la plupart du temps, ce sont des juristes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ouvrir le parapluie pour protéger l'élu. C'est ce qu'on lui demande de faire et il va le faire très bien. En revanche, et là je vais reprendre mon expression que j'ai donnée tout au début, ce petit pas de côté. Je pense que nous, en tant que techniciens des collectivités territoriales, on doit le faire au même titre que les autres acteurs. Et ce serait peut-être mon mot de la fin avant que je sois exfiltré de la salle. Merci beaucoup. Donc Claire, je crois que tu voulais... Juste en deux mots, parce que ça a été la question qui se posait tout à l'heure de autonomie, indépendance, dépendance, etc. Et moi, ce que je retiens, c'est que finalement, on est pris dans plein d'injonctions contradictoires en permanence. Alors, que ce soit nous, acteurs de l'ESS, mais même dans les collectivités territoriales, voilà, le local, le global, les financements, les contraintes, le reporting, etc. Donc, ça reste assez complexe. Pour moi, il y a deux enjeux quand même pour une coopération réussie. Déjà, qu'on respecte, enfin qu'on connaisse davantage les spécificités de chacun et qu'on respecte ces spécificités-là. Et par rapport aux acteurs associatifs, c'est pas que des délégataires de services publics, c'est pas non plus que des acteurs de solidarité. Il y a un projet politique derrière, parfois, souvent, et ça, c'est important aussi de le valoriser. Et deuxième élément, parce que si j'en parle pas, je le regretterai. Il y a un truc, c'est aussi laissez-nous travailler en fait. Il y a ce point, arrêtez d'être dans une obsession de contrôle, et je dis ça non pas à destination des élus locaux mais qui vont en subir les conséquences, mais par rapport à une récente loi qui a été votée. On va bientôt devoir signer un contrat d'engagement républicain pour les associations et qui sont subventionnés ou agréés, un contrat d'engagement républicain qui va être extrêmement lourd, extrêmement contraignant, à la fois pour celles et ceux qui vont recevoir des subventions, mais aussi pour celles et ceux qui vont en délivrer. Donc là, je me tourne vers Florentin Letissier. Donc voilà, donc laissez-nous travailler. Moi, je trouve ça dingue qu'on se retrouve à signer un truc pareil le 1er janvier, après les 2 ans qu'on vient de subir, où on nous a répété que les associations avaient fait un travail formidable, que sans elles, la situation serait terrible. Et là, à la fin, on nous dit merci en nous contraignant encore davantage. Donc voilà, moi c'est ça mon message. La coopération, ça passe par aussi un peu de liberté. Merci beaucoup Claire. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole ou on clôt? Je serais ravi de contribuer justement aux travaux de la réplique de l'ESS sur les sujets qu'on a évoqués. Je ne sais pas quelle sera la suite, mais comptez sur moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci à vous aussi de votre présence et vos prises de parole. Et puis bonne continuation pour ce congrès. Et